Salut à tous, c'est Jaja Imo et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici en Guyane, à on va dire 7000 km de Paris, tout simplement. C'est quand même à l'autre bout du monde, c'est assez particulier. Regardez le décor derrière moi qui est assez exceptionnel également. Par contre, il fait très chaud. C'est autour des 30 degrés, je transpire pas mal. Vous m'excuserez, mais il fait très chaud. J'espère que le son est bon. Il y a un petit vent, un vent très chaud, mais un petit vent quand même. En tout cas, aujourd'hui, je vous accueille ici en Guyane pour pouvoir parler immobilier. Je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faire des vidéos dans des décors assez exceptionnels. Vous me suivez dans ma vie, vous me suivez dans mon aventure. Donc forcément, vous allez me suivre dans mes déplacements liés à mon boulot. D'accord ? Donc vous le savez, j'ai un métier qui fait que je me déplace beaucoup. Donc forcément, on aura l'occasion de faire des jolies vidéos dans des décors plutôt exceptionnels. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'immobilier. Vous avez déjà vu mes deux premières vidéos où je vous ai présenté mon parcours, je vous ai présenté mon premier bien, ma première opération. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la meilleure des manières pour commencer à investir en immobilier. Je vais vous parler un petit peu des étapes, différentes étapes à devoir passer pour pouvoir investir. Et ça va faire que tous ensemble, on va pouvoir discuter de tout ça. Forcément, vous aurez la possibilité de m'écrire en commentaire, de me dire ce que vous voulez savoir en particulier, ce qui vous intéresse ou pas. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez le Discord, vous avez mon Instagram, évidemment, je vous mettrai tout ça en description, aucun problème. Allez, entrons dans le vif du sujet avec ce décor assez incroyable. Donc l'immobilier, comment ça se passe? Et bien tout simplement, pour pouvoir investir dans l'immobilier, il va falloir déjà dans un premier temps avoir des reins solides. Qu'est-ce que j'appelle avoir des reins solides? C'est-à-dire avoir des éléments qui vont rassurer la banque. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir se concentrer de manière assez intense. Pourquoi? Parce que sans la banque, vous ne pourrez pas investir. Alors oui, il y en a qui me diront, oui, on peut investir sans utiliser l'argent de la banque. C'est vrai. Vous avez la possibilité de faire des ventes à terme, vous avez la possibilité d'acheter cash. Maintenant, moi je vous parle de la meilleure stratégie pour pouvoir devenir rentier, c'est-à-dire pour pouvoir enchaîner les opérations. Je ne suis pas encore rentier, évidemment, mon objectif c'est de le devenir et donc je vous parle de la meilleure manière de le devenir. C'est le chemin que je prends, je n'y suis pas encore arrivé, vous le savez, vous me suivez dans mon aventure. Maintenant, si c'est un chemin que je prends, j'estime qu'il est intéressant de pouvoir vous en parler. Je ferai peut-être une bêtise, je me tromperai souvent, etc. Mais au moins, j'aurai un temps d'avance sur vous qui fera que lorsque je ferai une erreur, vous aurez la possibilité, vous, de ne pas la faire. Vous l'aurez compris, la première étape consiste concrètement à se forger un excellent profil avec un dossier béton qui permettra de séduire la banque. Donc dans ce dossier, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. Le dossier bancaire, ça viendra un petit peu plus tard. Je vous détaillerai tout ça. Je l'ai déjà détaillé sur mon TikTok, donc n'hésitez pas à jeter un œil. En ce qui concerne vraiment la première étape, qui est de se constituer vraiment un bon profil, eh bien ça va être tout simplement d'avoir une épargne assez conséquente, assez solide. Quand je dis une épargne assez conséquente et solide, je parle de 6 mois à 1 an de loyer. Je préfère me limiter à 1 an de loyer, mais c'est sûr que si tu pars sur un immeuble de rapport avec 10 lots par exemple à l'intérieur, même si ça reste déjà assez exceptionnel, et tu vas peut-être pas commencer par ça au niveau débutant, allez, on va partir sur un immeuble de rapport à 4 lots. Et bien déjà, tu vas avoir un loyer qui va être assez conséquent, un loyer annuel qui va être assez conséquent. Si je fais 500 € de loyer, bah, tu vois que tu arrives vite à 2000 € de loyer mensuel et par an, bah, ça fait 24 000 si je dis pas de bêtises. Donc déjà, si tu arrives à avoir 24 000 € de côté, c'est déjà très bien pour commencer. Mais évidemment, 6 mois dans ce cas-là, ça suffira largement. 6 mois, donc 12 000 €. Voilà, donc ça c'était pour rentrer rapidement dans les détails de l'épargne. En tout cas, ce qui va être super important, c'est d'avoir une épargne. Et là, ça ne va pas être seulement pour séduire la banque, ça va être aussi pour te sécuriser dans ton investissement. Il faut savoir que tu ne vas pas pouvoir emprunter l'argent pour acheter le mobilier. Donc il te faudra forcément une épargne. Vous le savez, moi je prône le meublé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien avec cette niche fiscale du LMNP qui risque de disparaître. On rentrera dans les détails plus tard. En tout cas, pour le moment ça existe et du coup les débutants, je leur conseille de faire du meublé. Maintenant attention, ça va dépendre de la stratégie, etc. Ça sera du cas par cas. Je vous dis moi de manière générale. Donc tout ça pour en revenir au fait qu'il te faudra de l'épargne et ça c'est super important. Ok ? En plus de ça, il te faudra un CDI. Donc ça sera surtout pour rassurer la banque. On est d'accord, aujourd'hui, avec le coronavirus notamment, on sait que le CDI, ça vaut que dalle. Ok, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Maintenant, la banque va demander ça pour être rassurée. Donc ça fera partie de ton profil et ça sera super important. On va dire que pour moi, les deux éléments les plus importants, c'est ce que je viens de te donner. Donc notamment le CDI et l'épargne. D'accord ? Ça va être un peu la fondation.
Oui, tu peux emprunter sans CDI, tu peux emprunter en étant étudiant en alternance, tu peux emprunter en étant auto-entrepreneur. Maintenant, les conditions seront beaucoup plus complexes à réunir. Entrepreneur, notamment, il va te falloir 3 mois de bilan. D'accord, 3 ans de bilan, pardon. 3 ans de bilan. Et des bilans positifs, évidemment. Il va falloir montrer que tu gagnes de l'argent et pas que tu es perdant. C'est logique, tu me diras. En tant qu'étudiant en alternance, forcément, pareil, ça sera beaucoup plus compliqué. On ne pourra pas t'emprunter, on ne pourra pas te prêter autant que ce que tu recherches. Si tu veux partir sur un immeuble de rapport en tant qu'étudiant en alternance, ça sera peut-être plus complexe qu'une personne qui a un CDI, tout simplement. Donc, ce sont ces choses-là auxquelles il va falloir penser avant de se lancer. On en reparlera lorsqu'on abordera le dossier bancaire, mais un autre élément qui est assez important, ça va être assainir tes comptes. Donc on a parlé de l'épargne, mais là ça va être un petit peu différent. Ça va être surtout éviter d'avoir des crédits conso, d'accord, des crédits conso qui vont te faire baisser ta capacité d'endettement. Et sache que les crédits conso, c'est vraiment très très négatif du côté de la banque. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on estime que si tu fais un crédit conso, tu achètes quelque chose dont tu n'as pas les moyens d'acheter. Donc tu fais un crédit pour pouvoir acheter quelque chose au-delà de tes moyens. Et ça, c'est pas bon du tout, puisque en tant qu'investisseur, en tant que futur millionnaire, eh bien forcément tu sais qu'il faut vivre en dessous de ses moyens et pas au-dessus. Ça paraît logique, la banque le sait. Attention à ça, évite les crédits bagnoles, évite les crédits CTLM, les crédits, tout ce qui est crédit assez facile à obtenir, où tu as plein de pubs à la télévision qui t'appâtent pour que tu puisses le faire, qui te font miroiter, de pouvoir partir en vacances, etc., acheter des belles bagnoles, plein de choses comme ça. Évite, c'est vraiment très 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 important, c'est quelque chose de primordial. J'ai moi-même fait un crédit conso il y a 4 ans, j'ai acheté ma voiture. Il y a 3 ans, j'ai acheté ma voiture avec un crédit conso à 18 000 €. Croyez-moi, ça doit être l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises dans l'investissement. En même temps, à ce moment-là, je ne pensais pas forcément investir, c'est venu après, mais voilà, c'est une grosse connerie que j'ai réalisée, vous excuserez le terme. Maintenant, j'ai remboursé ce crédit pour pouvoir effacer cette dette qui était vraiment handicapante. D'accord ? Je vais te parler maintenant d'un autre élément qui va être assez important, ça va être d'avoir sa résidence principale. Alors là, il y a plusieurs discours, plusieurs formateurs qui vont te dire plusieurs choses. Moi, je ne suis pas formateur, je suis tout simplement un investisseur et tu suis mon aventure. Moi, je n'ai pas acheté ma résidence principale. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement un logement qui me permet, j'ai un logement gratuit de par mon travail, et ça me permet d'avoir déjà cette résidence principale, si tu veux. En tout cas, aux yeux des banques, j'ai ma résidence principale. Maintenant, ce que je vais te conseiller, c'est vraiment de l'acheter, cette résidence principale. Sauf si tu habites dans les grandes villes où l'immobilier est très très cher, notamment la région parisienne, où là, il va mieux falloir rester locataire, d'accord, avec des loyers qui vont être légèrement inférieurs à une mensualité de crédit. C'est très très cher en région parisienne. Et ensuite acheter éventuellement du locatif, mais en périphérie de la région parisienne, d'accord. Ce serait une stratégie à adopter. Pour ma part, moi j'investis en province et j'ai ma résidence principale, et si je n'avais pas cette résidence principale, je vis en province, notamment à Perpignan pour ceux qui le savent, et donc j'aurais acheté ma résidence principale. Pourquoi ? Parce que l'achat de ma résidence principale à Perpignan m'aurait coûté vraiment pas très cher, c'est-à-dire que j'aurais eu une mensualité de crédit qui aurait été inférieure à un loyer potentiel. Je vous donne un exemple pour mon T2 que j'ai mis actuellement en location Airbnb. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation qui est la deuxième vidéo sur mon YouTube. Eh bien, cet appartement je le louerai moi-même en location annuelle 590 € par mois. C'est un appartement où la mensualité est de 350 €. Donc vous voyez déjà, on voit tout de suite que la mensualité de crédit est inférieure au loyer potentiel de cet appartement. Donc dans ce cadre-là, je vous invite vraiment à acheter votre résidence principale. Pourquoi ? Parce que vous gagnerez en capacité d'emprunt et forcément vous diminuerez votre capacité d'endettement. Sachez que le loyer est pris pour charge, d'accord, par la banque. Voilà, donc ça c'était pour ce détail là. Une fois que vous avez compris donc tous ces éléments là que je viens de vous donner, vous avez déjà franchement un bon pied dans l'investissement. Vous pourrez vous lancer. Et maintenant, je vais vous détailler très rapidement les différentes étapes qui vont faire qu'à un moment donné, vous retrouverez avec votre petite clé de propriétaire. Comment est-ce qu'on devient propriétaire ? Là, je vais vraiment vous parler des étapes. Je vous ai parlé un peu de l'avant. Si vous avez d'autres questions, j'ai forcément oublié certains points. C'est possible, je ne suis pas formateur, je vous fais vraiment une vidéo sur des connaissances que j'ai. N'hésitez pas à me solliciter sur mon Discord et sur mon Instagram. Je réponds à absolument tout le monde. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire. Ne vous inquiétez pas, je réponds aussi très très vite.
Donc les différentes étapes, qu'est-ce qu'elles vont être? Je vais vous parler en fait des étapes concrètes, par exemple le compromis de vente, la signature de l'acte final, qui sont vraiment des étapes concrètes, et des étapes qui vont être que vous allez devoir traverser pour pouvoir arriver à l'accession à la propriété. Donc tout simplement, dans un premier temps, vous allez faire ce que l'on appelle une étude de marché. Cette étude de marché va vous permettre de cibler votre secteur et de cibler votre clientèle, d'accord, qui vous allez mettre dans votre bien en tant que locataire. Et puis évidemment, forcément, vous allez définir grâce à cette étude de marché votre stratégie. Forcément, si j'investis proche d'une faculté, eh bien, je vais plutôt me diriger vers des étudiants, donc des jeunes étudiants. Ma stratégie, ça va être de la location sur 9 mois et puis éventuellement l'été du Airbnb s'il y a un petit peu de tourisme à faire dans mon secteur, d'accord. Donc ça sera en tout cas du bail meublé à l'année, d'accord. Les bails meublés sont reconduits tous les ans, donc ça dure 1 an. Et donc forcément, vous savez que vous allez avoir du meublé, vous allez pouvoir faire du LMNP, etc. Si vous êtes dans un secteur où c'est plutôt familial, vous n'avez pas du tout d'étudiants, que la population est assez vieillissante, vous êtes plutôt des familles, et bien là, vous allez peut-être acheter une maison, d'accord, une maison en nu, et vous la ferez louer à une famille de 4-5 personnes, etc. Dans ce cas-là, vous serez plutôt en nu, vous ferez de la location sur 3 ans, des bails de 3 ans, et vous ne ferez pas de Airbnb, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est différentes stratégies que vous allez établir lors de votre étude de marché. Elle est essentielle. Vraiment, je vous invite vraiment à me contacter. Si vous ne savez pas faire une étude de marché, je vous donnerai les différentes étapes, gratuitement bien sûr, à suivre pour pouvoir la réaliser de manière concrète. Je vous donnerai quelques sites aussi à utiliser. Je vous en mettrai en description les différents sites, notamment INSEE Statistique, qui va être très très intéressant pour avoir la démographie, la population, etc. Donc je vous invite vraiment à suivre ça. Vous avez donc fait votre étude de marché, vous savez où est-ce que vous allez investir, vous connaissez votre secteur. Et bien il va falloir passer à la recherche du bien. La recherche du bien, donc là vous l'avez vu, vous pouvez aller voir sur mon TikTok, je vous ai donné pas mal de sites, vous avez Le Bon Coin, Se Loger, Meilleur Agent, bon, pas mal de sites, évidemment, de petites annonces pour pouvoir rechercher votre bien, particulier à particulier aussi. Vous avez aussi la possibilité de passer par des agences, la possibilité de passer par les enchères notariales, pardon. Donc voilà, pas mal de moyens de trouver des biens. C'est vrai que le commandé mortel va commencer par les petites annonces. Et c'est moi-même ce que j'ai fait, j'ai trouvé mon bien avec 10% de rentabilité brute sur Le Bon Coin. Donc c'était très très bien pour commencer, il n'y a pas de souci, vous trouvez encore, je sais qu'il y en a qui vous font miroiter qu'on ne trouve plus de biens à 10% de rentabilité sur Le Bon Coin. Sachez que le marché est tellement vaste qu'on trouve beaucoup de choses sur Le Bon Coin. Le Bon Coin regroupe quasi 90 à 95% du marché de l'immobilier. D'accord, donc il ne faut pas hésiter à aller sur Le Bon Coin. Évidemment, ne pas se limiter au Bon Coin. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous allez trifouiller à droite à gauche. Donc cette recherche de biens, comment elle s'articule? Eh bien tout simplement, vous partez sur du 10% de rentabilité. Attention, ce n'est pas fermé. Si vous trouvez du 8% dans un secteur très demandé avec beaucoup de monde, d'accord, donc la demande, vous allez l'évaluer lors de l'étude de marché. Est-ce que dans mon secteur, les gens cherchent de la location, d'accord, cherchent à se loger? Si c'est le cas, forcément, vous pouvez partir à 8%. C'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que déjà, vous aurez aussi moins de vacances locatives, et ça c'est super important, d'accord, vous savez que votre bien sera loué constamment, et puis 8%, ça peut être assez intéressant derrière, pouvoir se dégager du cash flow. Sachez qu'à 8%, si vous n'avez pas de grosses charges de copropriété, vous pourrez vous dégager un cash flow, il n'y a pas de problème. Maintenant, en dessous de 8, ça commence à devenir compliqué, donc voilà, moi je me limite à 9% brut, d'accord, en dessous de 9, je ne prends pas, sauf si c'est vraiment le secteur de mes rêves. Ok, jusqu'ici, ça n'a pas été le cas, j'ai trouvé de bons secteurs, mais je n'ai pas trouvé non plus le secteur de fou, quoi. Donc voilà. Pour ma part, le premier était à 9,5% brut. Donc à 9,5, j'ai foncé, j'étais proche de la fac. Voilà, ça me paraissait très intéressant. Donc je suis parti dessus. Évidemment, les 10% de renta ne seront pas la seule chose à regarder. Vous aurez aussi les charges de copro, je vous en ai parlé juste avant. Les charges de copropriété, c'est super important. Si vous achetez dans un immeuble et que les charges de copro sont très élevées, ça arrive notamment avec les copropriétés professionnelles, d'Omiance, voilà, vous savez, ce genre de copropriétés qui sont tout simplement, c'est des pros, c'est des pros, donc ça coûte assez cher. Attention, parce que ça peut venir vraiment bien impacter votre cash flow, et ça c'est pas négligeable. J'en ai fait l'amère expérience, puisque moi dans mon bien, même si ça reste correct, je paye quand même 1 000 € par an de charges de copropriété. Alors oui, j'ai des caméras de surveillance, oui, j'ai un ascenseur, j'ai une copro professionnelle, voilà, j'ai pas mal de choses intéressantes en termes d'infrastructure dans mon immeuble. Maintenant,
ça reste quand même assez cher selon moi, et puis ça va aller qu'en augmentant, tout simplement parce qu'il y a toujours des évolutions, on ajoute des caméras, etc. Bon, pas mal de choses. Donc ça c'est super important, faites attention à ça, c'est vraiment la chose à regarder de manière primordiale, en plus de la taxe foncière, mais ça encore en général ça reste correct. Ok, une fois que vous avez ciblé votre bien, vous avez trouvé votre bien, alors attention, je passe les étapes de manière assez rapide, je les détaillerai lors de vidéos consacrées à chaque étape, ce sera le cas, ne vous inquiétez pas, on parlera de l'étude de marché, ensuite on parlera de la recherche du bien. C'est déjà fait sur mon TikTok où j'ai fait des petites vidéos, elles ne sont pas très détaillées, vous savez que sur TikTok j'ai le droit qu'à 1 minute, mais je vous ferai des vidéos YouTube, ne vous inquiétez pas, très détaillées sur chaque étape, les questions à poser, etc. Donc tout, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous avez trouvé votre bien, eh bien il va falloir le visiter. Vous le visitez. Donc quand vous allez visiter votre bien, vous allez devoir faire passer des artisans parce que évidemment, je ne vous l'ai pas dit à l'étape d'avant, mais quand vous recherchez votre bien, vous cherchez à faire des travaux. C'est important pour la défiscalisation derrière et puis tout simplement pour pouvoir proposer une prestation de haut standing à vos locataires. Les travaux, ça va être aussi pour pouvoir dégager une plus-value à la revente. Donc ce n'est pas uniquement pour le locataire, c'est aussi pour vous. D'accord ? Sachez que derrière, évidemment, je reviens à ce que je disais au départ, la défiscalisation qui ne sera pas négligeable. Si vous ne faites pas de travaux, vous paierez très vite des impôts et ce n'est pas ce qu'on recherche en immobilier. Lors de cette visite, on entrera en détail lors d'une vidéo axée sur la visite du bien. On en parlera en détail, mais attention à bien regarder tout ce qu'il faut regarder. J'ai une liste de tout ce qu'il faut regarder, de toutes les questions à poser. Je vous donne un petit exemple, notamment regardez si c'est un immeuble de rapport par exemple, regardez à ce que chaque bien ait son propre compteur électrique, ça c'est très important. À l'échelle d'un appartement, vous le savez, j'ai déjà fait cette erreur, il va vous falloir regarder les locataires présents dans l'immeuble, d'accord, c'est très important. Sachez que voilà, si vous ne le savez pas, j'en ai fait aussi la meilleure expérience avec, voilà, j'ai été un peu trop rapide dans la sélection de mon bien, je n'ai pas regardé les locataires qui étaient présents dans l'immeuble et il faut savoir qu'il y avait du trafic de stupéfiants dans l'immeuble dans lequel j'avais mon appartement. Et forcément, ça, j'aurais pu m'en rendre compte juste tout simplement en toquant aux portes, puisque à l'issue de mon achat, lorsque je me suis renseigné auprès des autres locataires, eh bien, les gens parlent tout simplement et ils m'ont dit que voilà, il y avait des choses qui se passaient dans l'immeuble. Voilà, au-delà du trafic de stupéfiants, beaucoup de nuisances sonores, des gens assez sales à certains étages. Bref, voilà, pas mal de soucis qui ont fait que, évidemment, je me suis fait avoir là-dessus, puisque la propriétaire, elle m'a dit tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc forcément, tu fais confiance à la personne et en immobilier, il ne faut absolument pas faire confiance, ça reste un monde de requins. En parlant de cette amère expérience, j'ai déjà fait des vidéos TikTok si vous voulez les voir. J'ai fait des lives aussi par rapport à ça où j'en ai parlé en direct ça s'est passé en janvier dernier, janvier 2021. C'est vrai que j'en ai parlé assez vite à mes abonnés. Sachez que je ferai aussi une vidéo pour pouvoir vous parler de cette expérience qui a été quand même très compliquée, qui a retardé mes travaux, qui a retardé ma mise en location. Je vous en parlerai de manière détaillée lors d'une vidéo YouTube, ne vous inquiétez pas. Allez, on va enchaîner parce que sinon la vidéo va durer 3 heures et c'est pas le but. Une fois que vous avez donc votre bien, que vous l'avez visité, et bien vous formulez votre première offre. L'offre est acceptée, tant mieux pour vous. On va pas parler de négociation tout de suite, d'accord ? Je vous en parlerai lors d'une vidéo. Je vais essayer de passer cette étape-là qui est quand même assez riche. Et forcément, j'en parlerai de manière détaillée lors d'une vidéo. Sachez de toute façon que la visite que vous allez réaliser, eh bien, il va en découler forcément une négociation plus ou moins agressive en fonction de ce que vous avez vu, en fonction des travaux qui seront à faire, en fonction de la raison pour laquelle la personne vend le bien. Si c'est rapide, si la personne veut vendre rapidement parce que c'est une succession, parce qu'elle a besoin d'argent, eh bien, vous allez pouvoir négocier peut-être de manière plus agressive. Profitez de cette situation pour pouvoir vous créer votre plus-value dès l'achat, d'accord ? Mais ça, on en parlera plus tard de manière détaillée. Une fois que vous avez fait votre offre, elle est acceptée, félicitations, vous allez pouvoir aller signer le compromis de vente chez le notaire. Et là, petite subtilité, c'est vrai que je l'ai déjà souvent dit, j'ai des gens qui passent derrière, vous les voyez passer. Bon, c'est bien, ils se promènent, c'est magnifique, le cadre est assez exceptionnel, donc forcément, les gens ont envie de se promener. Mais par contre, il fait très chaud, je vous assure, c'est ouf, je dégouline. Donc, en ce qui concerne le notaire, vous allez pouvoir avoir votre propre notaire. Sachez que lorsque vous faites un achat, d'office, c'est le notaire du vendeur qui va se charger de la transaction. Maintenant, vous pouvez évidemment avoir votre propre notaire. Moi, je le ferai systématiquement. J'ai mon notaire, il sera là lors de chacune de mes transactions. Ça ne coûte pas plus cher.
sachez que c'est gratuit. Alors ce n'est pas gratuit à proprement parler, vous payez les frais de notaire, mais si vous voulez, les frais de notaire que vous allez payer en une fois seront partagés. Dans les frais de notaire, vous avez pas mal de frais, vous n'avez pas juste l'argent que vous donnez au notaire, ça s'appelle les émoluments du notaire, c'est la rémunération tout simplement, mais vous avez aussi pas mal de frais, taxes et impôts, etc. Donc voilà, vous savez que l'État adore ça, l'État français, les impôts, donc il y a pas mal de taxes. Dans ces frais de notaire, donc vous avez les taxes, les émoluments, et ce sont les émoluments que les deux notaires se partageront tout simplement. Vous ne paierez pas plus cher, d'accord? Donc prenez votre notaire, ça ne vous coûte rien, et puis vous avez quelqu'un qui va venir défendre votre dossier. Alors attention, le notaire va surtout défendre la transaction, ils sont là au service de la transaction, au service de, voilà, il faut que les choses se réalisent dans les règles de l'art, tout simplement, selon les lois. Maintenant, forcément, si vous avez deux personnes qui réalisent la même chose, eh bien, vous savez, quand on est tout seul, on a tendance à vouloir faire ce qu'on veut. Quand on est deux, forcément, vous avez toujours le contrôle de l'un sur l'autre, même s'ils sont au même niveau. Hein, c'est comme vous, je sais pas, vous allez faire un travail, on va vous demander, je sais pas, de construire une maison, un truc débile. Eh bien, si vous êtes deux, forcément, vous pourrez vous contrôler mutuellement. Non, là, tu as fait une bêtise, attention, fais gaffe. Voilà, moi, c'est ça que je recherchais. C'était tout simplement un contrôle mutuel qui fait que il y aura pas de bêtises, il y aura pas de coquilles, etc. Puisqu'il y aura toujours une relecture, etc. Voilà, c'est ça que je recherchais. Ça coûte rien, alors il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Une fois que vous avez signé votre compromis de vente, vous allez avoir droit à un délai de rétractation de 10 jours. Et c'est à ce moment-là que vous allez chercher votre crédit à la banque. N'y allez pas avant. Alors oui, je sais qu'il y a des cas particuliers, notamment dans les grandes villes où le marché est tellement tendu que la banque va demander, enfin que l'agent immobilier ou le vendeur va demander des garanties tout de suite sur l'obtention du prêt, notamment des accords de prêt qui ne valent rien. Mais bon, il y en a qui veulent l'accord de prêt, soi-disant voilà la promesse de prêt de la banque, même si ça vaut absolument rien juridiquement. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, moi je vous conseille pour ceux qui achètent notamment en province, donc pour la majorité des Français, eh bien d'aller à la banque pendant votre délai de rétractation. Vous avez 10 jours où vous pouvez vous lever le matin en vous disant tiens, j'ai plus envie d'acheter, j'achète pas. Pourtant, vous avez signé chez le notaire le compromis. Vous pouvez très bien vous rétracter, vous avez 10 jours pour ça. Et bien moi, c'est à ce moment-là que je suis allé chercher de manière assidue mon crédit aux banques. J'ai fait 5 banques, la 5e m'a financé, parfait, basta. Donc là, c'est parfait. J'ai donc la promesse de prêt. Ensuite, vous attendez 2 à 3 mois, le temps que l'acte final soit rédigé, que la banque vous débloque le prêt, parce que forcément la banque va vous dire oui, mais ensuite ça sera envoyé à l'organisme de caution. D'accord, vous avez la caution et l'hypothèque. L'organisme de caution qui est priorisé par les banques, puisque forcément les banques ne s'occupent pas de la revente du bien si vous ne payez pas. D'accord, c'est tout simplement une histoire de paperasse. L'hypothèque, si vous ne payez pas, la banque doit se démerder elle-même pour pouvoir revendre le bien. D'accord ? Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, je n'ai pas envie de vous perdre là-dessus. En tout cas, l'organisme de caution dit oui, on finance, c'est bon, nickel. Parfois, l'organisme de caution dit non, on finance, et là, ça va dépendre de votre dossier. Est-ce qu'il est béton? Est-ce que ça s'autofinance? Est-ce que la banque veut vous suivre? Et si la banque veut vous suivre, elle peut vous suivre. D'accord? Mon cas, je vous explique le mien. L'organisme de caution m'a fait un refus de prêt, voilà, puisque je ne voulais pas mettre d'apport, je faisais du 110%. Et c'est la banque qui m'a dit, écoutez, votre projet semble cohérent, on vous suit. Donc j'ai fait une hypothèque. Sachez que quand vous voulez faire du 110%, sachez que les investisseurs qui vous auront enchaîné les opérations et qui dépasseront leur taux d'endettement de 35%, etc., vous serez financé via une hypothèque. Forcément, puisque l'organisme de caution a des critères très très rigides, notamment les 35%, notamment l'apport, etc., qui font que ils vont vite vous refuser le prêt. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça coûte un petit peu plus cher l'hypothèque, mais c'est dérisoire par rapport à ce qu'on va en faire. Vous avez donc votre prêt, vous allez pouvoir signer l'acte final, d'accord? Avant de signer l'acte final chez le notaire, vous aurez votre date. En général, c'est 3 mois après la signature du compromis. En général, ça peut être 2, ça peut être 4, mais en règle générale, on est autour de 3 en moyenne. Eh bien, à ce moment-là, attention, assurez-vous. De toute façon, vous devez vous assurer avant de signer l'acte final. Donc, vous assurez, vous passez un petit coup de fil à votre assurance. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà votre assurance voiture. Ils seront ravis de vous faire une assurance PNO, propriétaire non occupant. Ça vaut 10 balles par mois, c'est que dalle. Et moi, vous avez vu, j'en ai fait les frais avec l'immeuble et la porte de mon appartement qui a brûlé dans un incendie volontaire. Et forcément, à ce moment-là, heureusement que j'étais assuré, puisque j'ai été couvert par la vitre qui a été cassée aussi par les pompiers qui sont entrés, etc. Donc tout a été couvert, je n'ai absolument rien sorti de ma poche.
Donc assurez-vous, de toute façon la présentation de l'attestation lors de l'acte final est obligatoire pour la signature chez le notaire. Mais après vous pouvez très bien vous désassurer, mais ça serait complètement con. Voilà, donc assurez-vous bien, ensuite vous signerez chez le notaire et félicitations, vous serez propriétaire à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être assez concis, assez clair, vous présenter un décor particulier, exceptionnel, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo en Guyane, parce que c'est quand même un décor assez incroyable, vraiment je me régale, il fait très chaud, mais c'est quand même super sympa. Que vous dire de plus? Moi je vais retourner au boulot, ok, j'essaierai de vous sortir une vidéo très prochainement sur un sujet de votre choix. Tiens, écrivez-moi en commentaire, dites-moi voilà, quel sujet vous voulez aborder lors de ma prochaine vidéo. J'en ai eu pas mal déjà, on m'a écrit lors d'un live, on m'a demandé pas mal de sujets à traiter, je vais les traiter sur TikTok, sur YouTube, un petit peu partout. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Discord, très important, il y a une petite communauté sympa avec pas mal de questions qui sont qui trouvent des réponses dans la minute, dans l'heure, c'est vraiment très rapide et ça me fait énormément plaisir d'avoir tous ces gens qui me suivent. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Quelle heure il est en France là? Chez moi il est 11h, donc en France il doit être aux alentours de 16h. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. À bientôt la team.